une des premières choses qu'on coupe quand on manque de temps, c'est le sommeil. Ouais. Or, ce que les études montrent, c'est que si on coupe notre nuit d'1 heure, c'est pas beaucoup, 1 heure, on est capable de fonctionner, là, mais ça nous prend là, sur le plan cellulaire, physiologique, de l'humeur, ça nous prend 4 jours se rétablir d'1 heure en moins de sommeil. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, Caroline Arbour, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Ambitionnelle. C'est un plaisir de t'avoir et de parler du sommeil. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici également avec toi. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a fait aller dans cette branche du sommeil? Donc, en fait, moi, à la base, je suis infirmière de formation, c'est-à-dire que j'ai gradué en 2003. Ça ne me rajeunit pas. Et puis, j'ai toujours travaillé dans le contexte des soins intensifs. Et puis, si tu sais un peu aux soins intensifs, on a beaucoup de personnes qui se rétablissent d'un coma après une blessure cérébrale. On a d'autres personnes qui se rétablissent d'une grosse chirurgie, donc sont sous l'effet de sédatifs, donc sont dans une espèce d'état second. Hein? Donc, de prendre soin de ces personnes-là qui sont dans un état de conscience altéré, ça m'a toujours fascinée. Je me posais des questions à savoir est-ce qu'ils entendent, est-ce qu'ils ressentent de la douleur pendant qu'ils sont dans cet état second-là. Paradoxalement, il n'y a pas tant, en tout cas à l'époque que j'avais commencé, il n'y avait pas tant de littérature là-dessus. Or, c'est des questions fascinantes. Et donc, en même temps que je pratiquais dans le domaine des soins infirmiers, j'ai continué mes études. Donc là, j'ai fait, c'est ça, là, un doctorat. Après, j'ai fait un post-doctorat, mais toujours en me spécialisant dans les questions de la conscience. Et bien entendu, à un moment donné, est venu le moment de me dire, bien, j'étudie tous ces états de conscience-là un peu pathologiques, là, tu sais, comme le coma, les états végétatifs, ces trucs-là qui sont à cause d'une blessure cérébrale à la tête, mais qu'en est-il du sommeil, qui est un état de conscience bien, sain, en fait, un état de conscience altéré, non pathologique. Donc là, j'ai une partie de ma formation, je l'ai faite, en fait, au Centre d'études avancées en médecine du sommeil, qui est situé à l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal. C'est une entité, en fait, qui est unique au monde, qui regroupe une trentaine de chercheurs et chercheuses. Et puis, donc c'est ça, c'est de réputation assez internationale. Et puis, au sein de cette structure-là, en fait, j'ai fait des travaux sur l'importance du sommeil après une blessure à la tête, comment ça pouvait être un levier pour aider ces personnes-là à récupérer. Autant après un gros traumatisme crânien sévère que même après une simple commotion cérébrale là, sur un terrain de soccer, par exemple. Là. Donc, j'ai comme compris l'ampleur et l'importance du sommeil pour la santé du cerveau puis la santé globale, là, vraiment à ce moment-là. Puis, à partir de ça, là, j'ai dirigé mes travaux beaucoup plus dans le sommeil. Et puis, ça l'explique un peu mon parcours. Ben oui, puis je pense que l'une des questions qu'on se pose beaucoup, qui rejoint pas mal tous les humains sur Terre, c'est pourquoi est-ce qu'on dort dans la vie? C'est extrêmement important, le sommeil. Donc, le sommeil, en fait, c'est vraiment un état de conscience altéré transitoire entre 2 périodes d'éveil. Et typiquement, on passe, on le sait, le tiers de notre vie dans les bras de Morphée. Et c'est pas pour rien qu'on passe autant de temps à faire dodo, en fait. Il y a vraiment plein de bienfaits physiques et psychologiques, immunitaires au sommeil. Donc, je vais peut-être commencer à te parler un petit peu de la structure du sommeil, puis après, on va être capable de faire un lien avec les fonctions. Parfait. Pourquoi c'est si important. En fait, le sommeil, il y a 2 grandes phases. Donc, il y a la phase de sommeil lent, puis il y a la phase de sommeil paradoxal, qu'on appelle aussi sommeil REM. Le sommeil lent se décompose en 3 autres phases subséquentes. Il y a la phase d'endormissement, là, quand on met la tête sur l'oreiller, ça nous prend quelques minutes avant de s'endormir.
Après, on a 1 ou 2 phases là, de sommeil plus lent. On a un sommeil lent plus léger, puis on en a un autre plus profond, là, en fait. Là. Pendant ce sommeil lent plus léger, en fait, on passe la moitié de notre nuit dans cet état-là. C'est-à-dire qu'on est dans un état de relaxation musculaire très intense, mais c'est une partie de la nuit qui est importante parce qu'il y a beaucoup d'activités cérébrales qui se passent. Donc, c'est faux de penser que le cerveau est entièrement au repos pendant le sommeil. Il est très actif. Et pendant la période de sommeil lent, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il va vous aider à faire le ménage de votre cerveau de toutes les protéines néfastes et ça vous protège contre la maladie d'Alzheimer. Il va également s'occuper de renforcer vos fonctions immunitaires. Il va vous aider à consolider l'information que vous avez apprise pendant la journée dans votre mémoire. Donc, il y a plein de choses que ce stade-là fait. Qui sont super importants. Il y a également le sommeil REM qui suit, en fait, ou le sommeil paradoxal. C'est la période, en fait, où l'on rêve. C'est la période durant laquelle le corps est en pseudo-paralysie, là, donc on est presque paralysé. Mais c'est la période durant laquelle le cerveau est le plus actif. En fait, si je vous mets un casque avec des électrodes d'EEG. Et si je ne sais pas que vous êtes en train de faire dodo, le niveau d'activité est similaire à si vous étiez réveillé. Okay. Pourtant, vous dormez. Et c'est pendant cette période-là que les yeux ont tendance à bouger sous les paupières. Et c'est une période très active qui est importante pour la régulation des émotions. Tout le contenu émotif que vous avez vécu dans les dernières 24 heures est en train d'être canalisé à ce moment-là. Puis c'est une période qui est très propice pour les rêves et la créativité. Ça ne veut pas dire que vous ne rêvez pas pendant les autres périodes, mais vos rêves sont beaucoup plus nombreux et vivides à ce moment-là. Donc, ces différentes étapes-là arrivent de façon successive et durent chacune un certain nombre de minutes, tel un espèce de cycle. Et ce cycle-là se répète 4 à 6 fois pendant la nuit. Donc, vous passez à travers toutes ces étapes-là à l'intérieur de 70 à 90 minutes et vous répétez ce cycle-là de façon consécutive jusqu'à temps que vous vous réveillez. Mais comme vous pouvez le concevoir, il y a quand même plusieurs fonctions pour la santé au sommeil. Donc, c'est pour ça que c'est si important de dormir, de bien dormir, de dormir suffisamment également. Tu as parlé du fait que pendant le sommeil paradoxal, je pense, au REM, lorsqu'on rêve, le corps est paralysé. Puis, un jour, je me suis comme réveillée, je pense, au milieu d'un rêve. Et ça a duré une fraction de seconde, mais j'arrivais plus du tout à bouger mon corps. Et là, j'ai un peu comme... C'est paniquant. Ben oui, parce que j'étais réveillée, mais mes bras voulaient pas bouger, mes jambes voulaient pas bouger. Puis ça a duré comme un petit 15 secondes et ensuite, j'ai été correcte. En fait, il y a différents phénomènes qui peuvent expliquer ça. Donc là, il faut savoir, est-ce que tu t'es réellement réveillé ou tu as rêvé que tu te réveillais puis tu connais tellement bien ta chambre que ça, il peut avoir ce phénomène-là. Des fois, on dit... parce que le rêve est tellement vivide et tellement réaliste, en fait. Donc ça se peut. Mais effectivement, ça se peut que tu te sois réveillé sporadiquement pendant une certaine période et que tu étais immobilisé, en fait, parce que tu étais dans cette phase REM-là. Donc, c'est un phénomène tout à fait normal. Je te dirais que si ça t'arrive occasionnellement, là, c'est dans la norme, mais si ça t'arrivait fréquemment, je pense que ça pourrait mériter une consultation parce qu'il y a des gens qui souffrent de paralysie nocturne, en fait. Et ça, c'est... Quand que ça revient sur une base récurrente, c'est extrêmement... invalidant, là, et les gens ne veulent même plus aller dormir, en fait. Oui, c'est sûr.
Et puis, à ce moment-là, ben il faut aller en investigation. Puis, c'est souvent des difficultés dans la phase REM, justement. Donc, il y a des médicaments pour ça. Il y a des choses qu'on peut faire. Mais si c'est juste une fois de temps en temps, ben c'est pas la fin du monde. Oui. Non, mais ça peut arriver. Ouais. C'est une très bonne question. Ah, c'est ça. Ça m'est arrivé juste une fois dans ma vie. Puis j'en parlais avec ma mère. J'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'avais déjà entendu parler de la paralysie du sommeil. Heureusement, c'était pas ça. Parce que je sais que c'est quand même assez intense et pas agréable comme situation. Effectivement. Donc, c'est vraiment... comme je te le disais, les gens qui ont ça sur une base récurrente, ils finissent par consulter parce qu'ils viennent à anticiper ou à angoisser le fait d'aller dormir tellement c'est... Donc, à ce moment-là, ben effectivement, on va traiter, là, on va pas laisser les gens comme ça. C'est sûr. Puis, est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie ou c'est une... c'est une condition? C'est une condition, mais ça tombe dans les troubles du sommeil. Okay. Effectivement. Donc, on a tous un jour ou l'autre dans notre vie, selon ce qu'on vit, selon l'étape développementale, etc. On a tous ce qu'on peut appeler des perturbations du sommeil de manière plus ou moins régulière. Mais tu sais, pour aller à l'état ou à un diagnostic officiel de trouble du sommeil, il faut vraiment que les symptômes soient présents à un certain niveau d'intensité, à une certaine fréquence, pour vraiment arriver à un diagnostic là, de trouble du sommeil officiel. Okay. Mais tout le monde, tous et chacun, vit à un certain moment de leur vie ce qu'on peut appeler des perturbations du sommeil. Ça, c'est tout à fait normal, en fait. Ouais. Puis, est-ce que en général, est-ce qu'il y a des différences que tu as observées entre le sommeil chez les hommes versus chez les femmes? En fait, oui. Donc, ça, c'est un excellent point. De façon générale, sans distinction de l'âge de la femme, de son origine, etc., là, ce qu'on voit, en fait, c'est que les femmes ont beaucoup plus de plaintes subjectives que les hommes de mauvais sommeil. Donc, les femmes vont se plaindre davantage de difficultés à s'endormir, de difficultés à maintenir le sommeil. Donc, ils vont dire « je me réveille souvent dans la nuit, je regarde l'heure ». Ou encore, je me réveille à 4 heures du matin, puis je suis plus capable de me rendormir. Puis là, je le sais, là, je commence à stresser parce que là, mon cadran, là, tu sais, bon, j'en ai besoin de mon sommeil. Puis ça. Les hommes se plaignent moins de ce type de phénomène-là. Pourtant, paradoxalement, lorsqu'on les invite à faire des mesures plus objectives de leur sommeil, c'est-à-dire soit par polysomnographie ou par actigraphie, bref, qu'on essaie de quantifier ce qui se passe pendant la nuit, les femmes dorment autant, sinon plus, en termes de durée de sommeil que les hommes. Et lorsqu'on décortique leur stade de sommeil, ils vont rejoindre les stades de sommeil profond avec beaucoup plus de puissance spectrale. Donc, pourtant, elles dorment plus longtemps et plus profondément, si je peux dire. Donc, elles sont capables d'aller rejoindre les stades de sommeil récupérateurs plus que les hommes, mais pourtant, elles se plaignent davantage de mauvais sommeil. Et ce qu'on en est venu comme conclusion, c'est que, être une femme, c'est complexe. Il faut, dans les études, pas mettre tout le monde ensemble, mais il faut vraiment prendre le temps de décortiquer ce qui se passe par rapport au sommeil des femmes selon la période de leur vie où elles sont. Hein, c'est sûr que une jeune maman va pas dormir de la même façon qu'une madame qui est dans la transition de la ménopause ou qu'une jeune adolescente. Fait que ça, il faut prendre ça en considération. Puis il faut prendre également en considération individuellement la période du cycle menstruel de la participante ou de la patiente qui vient prendre des mesures. Donc, notre sommeil en tant que femme est extrêmement influencé par les gonades, donc le cycle menstruel, les fluctuations d'estrogène et de progestérone. Et ça, les messieurs, ils ont moins ça. Donc, ils ont quelque chose de leur bord. Là. Nous, on est très influencés pendant toutes les périodes de notre vie. Pour
faire juste une histoire super simple, là, si on prend le cycle menstruel en général, là, donc la période avant l'ovulation où c'est la phase folliculaire, où ce que les estrogènes sont beaucoup plus en prédominance. L'estrogène, c'est un excitateur, ça nous rend un petit peu plus nerveuse, un petit peu plus alerte. Donc, juste avant votre ovulation, souvent, les gens ont beaucoup d'énergie dans la journée, mais dans la nuit aussi, ils vont avoir tendance à avoir plus de difficultés à se détendre. Okay. Ça prend plus de temps avant de s'endormir. Ils vont être plus alertes en cas de bruit ambiant dans la maison. Le frigidaire, là, quand il se met, bzzz, on l'entend très bien dans cette phase-là, puis on se réveille. T'sais. Le chum qui ronfle, on l'entend très bien également. On l'entend plus. Notre sommeil est beaucoup plus léger et a tendance à être fragmenté. Une fois que les menstruations surviennent, là, après, on tombe dans la phase lutéale, en fait, où il y a plus de progestérone. Puis la progestérone, ça nous endort. On a le goût de faire des siestes dans la journée. On est un peu plus marmotte. Hein? On a plus de difficulté à se lever le matin, surtout quand c'est gris dehors. Là. Oh mon Dieu, ça s'en vient rough. Mais c'est normal, en fait. T'sais. Fait que ça joue sur notre sommeil. On a plus besoin de sommeil dans cette période-là. Fait qu'il faut se l'accorder. Cette phase-là dure à peu près entre l'ovulation puis le déclenchement de vos règles. Ça dure à peu près 9 à 16 jours. Et puis, c'est vraiment une période que vous devez vous accorder plus de repos. OK. Quand on est adolescente, c'est comme si on est une contradiction sur deux pattes. Parce que, d'un côté, après votre ovulation, quand vous êtes dans votre pic de progestérone, vous avez envie de dormir tout le temps, mais vous êtes dans une étape de développement de votre cerveau que votre cerveau vous dit « Ah, mais là, tu es rendue assez grande maintenant, tu ne devrais pas avoir à dormir autant de temps que ça. » Donc, le rythme circadien qui régule un peu votre horloge biologique interne dit « Ben là, tu ne devrais pas avoir à dormir 11 heures comme quand tu avais 7 ans. Là. Tu devrais être capable de dormir moins. » Donc, c'est comme si il y a comme une dualité entre ce que le cerveau envoie comme signaux, puis ce que les gonades envoient également. Donc, des fois, vous ne comprenez pas bien votre adolescente. Là, vous dites, il me semble qu'elle n'est pas trop parlable, elle n'a pas l'air de trop bien se comprendre elle-même. Bien, effectivement, même si les cellules ne se comprennent pas, sont en vraie contradiction. OK. Quand on est plus en âge de procréer, un petit peu plus vieille, là, que la croissance est derrière nous, là, en fait, on est vraiment influencé par notre rythme, vraiment, là, le cycle menstruel, comme je vous l'ai décrit. Puis, là, c'est vraiment, on est sensible beaucoup au stress. C'est épouvantable, comment on est stressé, les madames. Donc là, vraiment, là, je vous dirais que les principales plaintes de sommeil sont liées beaucoup à la gestion du stress dans cette phase de notre vie-là. Puis après, plus tard, là vient toute la transition vers la ménopause. Donc, toute la phase pré-périménopause, il y a une période où les femmes dorment moins, ont le sommeil plus léger. Et puis, donc, c'est ça. Et pendant cette période-là de leur vie, ils sont moins capables d'avoir un rythme de sommeil consolidé. Donc, ils vont moins chercher du sommeil paradoxal ou du sommeil REM. Et donc, vous vous rappelez que j'ai dit que le sommeil REM était super important pour la régulation des émotions. Donc, toute périménopause, tout ça, on est très irritable, on est plus à cran. Mais c'est pas de notre faute. On a de la misère avec le REM. Le REM, on a de la misère à aller le chercher. Et une fois que la ménopause est bien enclenchée, que tout ça est bon, là, à ce moment-là, ce que les études montrent, c'est qu'on retrouve une belle durée, une belle profondeur de sommeil, mais encore une fois, on continue à se plaindre. Donc, c'est comme si, sur le plan quantitatif, on retrouve un sommeil un peu plus normal, mais c'est comme si notre sommeil avait perdu de sa capacité à nous permettre de récupérer. Il n'était plus aussi ressourçant qu'avant, notre sommeil. Donc, ça, il faut prendre ça en considération chez les femmes. Donc, il y a beaucoup, selon les différentes étapes de notre vie, d'influence. Donc, être une femme, on a des défis à différents moments de notre vie par rapport au sommeil. Et ça, c'est pas tant enseigné, en fait. C'est pas tant connu. C'est ça. Ouais.
Puis pourquoi est-ce que tu penses que, justement, on a ces différentes... pas phases de sommeil, naturellement, enfin, c'est pas ça le mot que je cherche, mais pourquoi est-ce que notre sommeil diffère selon les différentes phases de notre vie? Est-ce qu'il y a une raison biologique à ça? Bien, la raison biologique, comme que je te l'explique, c'est vraiment par rapport à l'évolution. Donc, bien entendu, il y a le cycle menstruel qui est à tous les mois, mais il y a également ton évolution par rapport à tes hormones, par rapport à ta fécondité, fertilité, par rapport à est-ce que tu es vraiment dans la phase de procréation active, c'est-à-dire que tu es très fertile versus que ça s'atténue. Et puis, donc, bref, les signaux des gonades, des ovaires, de l'utérus sont très forts pour la régulation, en fait, du sommeil. Donc, c'est pour ça qu'on fluctue dans notre vie par rapport à ça. Ce qui rend ça complexe si on va avoir une routine aussi. Très complexe. Je sais qu'on a déjà parlé de l'importance d'une routine, mais avant cette question-là, ça m'est venu en tête parce que justement, tu parlais que durant l'adolescence, moi, personnellement, j'ai jamais dormi pendant 11 heures. Je n'ai jamais réussi à dormir des 11 heures. Mes amies, j'allais dormir chez elles. Je devais comme attendre pendant 2-3 heures le matin parce que j'étais toujours la première à me réveiller. Même peu importe l'heure qu'on se couchait. Mais pendant l'adolescence, je sais qu'il y a plusieurs filles / femmes qui commencent à prendre la pilule. Est-ce que ça a un impact sur notre sommeil? Hey, ça, c'est une bonne question, mais j'aurais tendance à dire que et là, j'y vais avec mes connaissances sur comment que ça fonctionne. C'est sûr que on stabilise les hormones pendant la prise de pilules contraceptives. Donc, j'aurais tendance à penser que ça a vraiment un effet peut-être de diminuer ces fluctuations-là. Donc, typiquement, lorsqu'on prend la pilule contraceptive, le syndrome prémenstruel est moins intense. Et j'aurais tendance à dire que pour certains types de pilules aussi, la période pré-ovulation également est moins intense. Donc, ça atténue un peu les espèces de pics d'hormones, pics d'estrogène, pics de progestérone, les baisses de ces hormones-là. Donc, j'aurais tendance à penser que le sommeil est potentiellement régularisé. En tout cas, il y a peut-être des bénéfices sur le sommeil avec la prise de pilules contraceptives. Il y a moins de pics, là, tu sais. Donc, oui, peut-être qu'il y a un bénéfice là-dessus. OK. Parce que c'est ça, moi, j'ai commencé à prendre la pilule autour de 14 ans. Puis, j'apprenais en continu. Donc, j'ai comme jamais eu de cycle pendant... Parce que je savais même pas quand est-ce que j'allais avoir mes règles parce que j'apprenais en continu. Je connaissais aucunement qu'il y avait différentes phases à mon cycle menstruel. Puis, depuis que j'ai arrêté de l'apprendre, ça fait quelques mois, il y a tellement une différence entre toutes les phases du mois. Comme je sais exactement je suis où à peu près. Je ressens différents symptômes. Je vois que j'ai pas autant d'énergie lorsque je suis dans ma semaine versus avant aussi, ma créativité, comment je m'exprime. C'est fou, là. Oui. Mais en fait, comme je dis, un des principaux signaux là, qui va interférer avec le sommeil, c'est vraiment le cycle menstruel. Donc, ça ne m'étonne pas que tu me dises ça, en fait. Et puis, tu sais, on n'est comme pas conscientisé à ça. Tu sais, sachant que c'était un petit peu plus du domaine public, peut-être même tu pourrais organiser tes activités professionnelles. Exact. Tu sais, de dire, ça, cette semaine-là, je serais probablement pas très créative. Donc, je vais décaler tous ces rendez-vous-là qui me demandent beaucoup de création un peu plus tard, tu sais. Ou, tu sais, peut-être que les deux, quand on est dans la phase... lutéale, justement, que tu as besoin de plus de repos, prévoir des horaires plus allégés. Mais on n'est pas dans cette conscience-là encore, en fait. Mais tu as tout à fait raison, il y a un gros lien avec les deux. Et j'aurais tendance à penser, surtout avec ce que tu me dis, mais également de ce que je connais un petit peu, là, que potentiellement de prendre la pilule contraceptive, ça régularise un petit peu ce phénomène-là, puis ça l'atténue, ce qui fait en sorte que peut-être le sommeil en est moins perturbé ou bonifié. Ça pourrait être une recherche intéressante. Ben oui, mais il doit en avoir, j'ai juste probablement. À vérifier. Mais on parlait aussi de l'importance des routines. Tantôt, on en a touché un peu. Est-ce que c'est une manière d'optimiser son sommeil? Oui. Donc, en fait, selon les bonnes pratiques d'hygiène de sommeil, on recommande vraiment aux personnes pour optimiser la qualité de leur sommeil, puis la durée aussi,
de toujours avoir la même routine, y compris la fin de semaine. Puis ça, c'est dur parce qu'on dirait qu'on n'est pas conditionné pour ça là, dans notre vie. Là. Mais dans un monde idéal, on se lèverait à peu près à la même heure et on se coucherait à la même heure tous les jours. Donc ça, c'est pour optimiser la régularisation du rythme circadien, etc. Donc ça, c'est quand même assez soutenu dans la littérature. C'est recommandé que c'est quand même quelque chose d'important. Tu sais, je pense que c'est pas tout le temps faisable pour tout le monde selon les horaires. Mais ça force aussi les gens à se dédier du temps puis pour leur sommeil aussi dans leur horaire. Parce que une des premières choses qu'on coupe quand on manque de temps, c'est le sommeil. Ouais. Or, ce que les études montrent, c'est que si on coupe notre nuit d'1 heure, c'est pas beaucoup, 1 heure, on est capable de fonctionner, là, mais ça nous prend là, sur le plan cellulaire, physiologique, de l'humeur, ça nous prend 4 jours se rétablir d'1 heure en moins de sommeil. Donc, des fois, on brûle la chandelle par les deux bouts, puis on se dit, ah ben, je vais moins dormir, ou, tu sais, on va continuer notre série, puis on se dit, c'est bien tentant, là. On veut savoir ce qui s'est passé après, puis là, ben là, on coupe sur le sommeil, mais en fait, il y a quand même un impact sur ce qui se passe dans notre corps par la suite. C'est quand même pas banal. Ouais. Et bien entendu, si on est en manque de sommeil ou en privation de sommeil pendant plusieurs jours, voire semaines consécutives, mais il y a vraiment des changements au niveau cellulaire là, qui se manifestent. Là, donc, c'est vraiment, même ça peut devenir dangereux pour la santé. Les études chez les animaux, quand on prive des rats ou des souris du sommeil là, de façon très persistante, là, ils ont une durée de vie très diminuée, ils développent des cancers, ils développent plein de maladies. Donc, faut pas banaliser le sommeil. Des fois, j'entends les entrevues avec les grands de ce monde, là, comme Elon Musk, là, puis il dit « Ah, moi, je dors juste 5 heures par jour, top chrono. » Puis il fait la promotion de petites nuits de sommeil. Tu sais, puis je dis « Ben, je comprends, mais, tu sais, biologiquement, tu sais, il se tire dans le pied, là, tu sais, il peut peut-être avoir un certain niveau de fonctionnement, puis tant mieux pour lui. Mais pour la majorité du monde, en fait, il a vraiment été prouvé qu'un adulte, là, entre 18 et 65 ans, on a besoin vraiment entre 7 et 8 heures de sommeil par période de 24 heures, puis idéalement, là, de manière très consolidée. Des fois, il y a des gens qui vont avoir une courte période de sommeil la nuit, là, par exemple, ils vont faire un 6 heures la nuit, mais ils vont se rattraper avec une bonne sieste. Donc, les animateurs de radio le matin qui se lèvent tôt, là, souvent, ils vont se reprendre en après-midi. Fait qu'ils vont aller récupérer leur nombre d'heures de sommeil sur 24 heures. Mais, tu sais, pour la plupart des gens, là, pour aller chercher tous les stades dont je te parlais en début d'entrevue, là, puis vraiment avoir l'effet optimal de récupération du sommeil sur la santé, bien, il faut avoir le sommeil autant que possible pendant la nuit, puis de façon consolidée, là. Ouais. Puis, est-ce que... c'est quoi les impacts du manque de sommeil en général sur une plus longue période? Bien, sur une longue période, qu'est-ce qui est le plus étonnant, c'est vraiment en termes de longévité de vie. Là, ça, c'est les études qui sont les plus marquantes. Mais il y a beaucoup d'études qui sortent également par rapport... bien sûr, quelqu'un, là, de façon générale, quelqu'un qui manque de sommeil sur une base récurrente, voire même chronique, là, juste pour la santé mentale, psychologique, là, ces gens-là sont très à risque de troubles anxieux, dépressifs. Donc, c'est vraiment pas bon pour la santé mentale. Par rapport à la santé physique, là, on est moins tolérant au stress quotidien. Tout nous paraît davantage comme une montagne. Et les études tendent à montrer, là, c'est difficile à faire comme lien, là, pur et dur, mais il y aurait quand même un lien entre le manque chronique de sommeil et le développement de plusieurs types de cancers. Donc, les études post-pandémiques, justement, ont sonné l'alarme là, par rapport à la prévalence de cancer dans la population générale.
Ce qu'ils disent, c'est que à peu près tous les types de cancers sont en grande croissance. Ils parlent de même une croissance de 3% par année. Là, c'est énorme, en fait, à l'échelle populationnelle. Et c'est vraiment les jeunes, donc la génération, les milléniaux, puis la génération Y, qui ont la plus forte croissance de cancer. Paradoxalement, pendant la même période de temps d'observance, les personnes plus âgées, qui devraient être plus à risque de cancer, les cancers diminuent. Et les experts disent, bien, qu'est-ce qui explique qu'il y a autant de cancers chez les jeunes? Tu sais, on ne voyait pas ça auparavant. C'est sûr que le cancer, c'est une pathologie qui est complexe, mais qu'est-ce qui différencie l'exposome des jeunes versus les boomers, par exemple? Et puis, ben le stress, la gestion du stress arrive quand même en premier plan. Et le manque de sommeil est quand même identifié. Donc, on est beaucoup plus stressé que les générations précédentes. On a un rythme de vie beaucoup plus effréné. Apparemment, on boit un petit peu plus. Là, ça ressort également. Là, on a le coude un petit peu plus qui lève. Mais également, tout ce qui est la gestion du stress, l'hygiène de sommeil, dormir, c'est super important pour gérer son stress. Puis si on est stressé, ben on a de la difficulté à dormir. C'est comme une boucle, un cycle infernal. Mais c'est ce qui semble nous différencier des générations précédentes. En fait, on est plus stressé, on dort moins et moins bien. Et puis, ben il y a des pathologies qui arrivaient plus tard dans le cycle de vie, comme le cancer, qui arrive plus tôt. Donc, c'est quand même pas banal. Donc, le sommeil, c'est important, autant que l'alimentation, que l'exercice physique, ou que d'autres déterminants de la santé, en fait. Puis, ben c'est ça, on est comme moins éduqués collectivement, là, tu sais. La nutrition, on en entend parler, ça fait des années. L'exercice physique, tu sais, on est convaincus collectivement que c'est important. Mais, tu sais, le sommeil, tu sais, jusqu'à tout récemment, là, je voyais des collègues, là, c'était donc bien vu là, de dire, là, moi, j'ai passé une nuit blanche, j'ai tellement travaillé fort. Là, puis, c'est bon, je pense que ça tend à changer, là, mais c'était comme glorifié même de couper sur des heures de sommeil, ou alors que c'est tellement mauvais, c'est tellement contre-intuitif, et voilà. Ben c'est sûr. Puis en même temps, je pense qu'on est dans une époque où il y a tellement de possibilités autres que le sommeil. Tu sais, on a tout le temps nos téléphones, on regarde nos séries, on texte des amis, on appelle des gens. Ça fait en sorte que le sommeil, c'est ça, ça prend un plan tellement secondaire, mais ça devrait pas. Parce que comme tu dis, il y a tellement d'impacts négatifs, puis on n'est pas assez conscientisé par rapport à ça, je trouve. Oui. On est extrêmement stimulé comme société. Bien ça, effectivement, là, c'est un bon point. Tu sais, d'où l'importance aussi, puis ça, c'est un excellent point, tu sais, on est hyper connecté. Bon. Et puis, c'est difficile des fois de faire la coupure, travail, maison. Donc, on reste connecté, on reste branché, jusqu'à temps qu'on ferme la lumière pour aller se coucher, en fait. Là, puis même, parfois non, parce que parfois les textos continuent à rentrer ou les courriels, puis on entend le ding-ling. Fait que, tu sais, on reste comme toujours en état d'hypervigilance, tout ça. Donc, je pense pas que ça soit souhaitable. Donc, dans les recommandations d'hygiène de sommeil, tu me parlais de régulariser le sommeil. Mais je te dirais également que ce qui est important, c'est de se créer une routine un peu cocooning, tu sais, pour diminuer le nombre de stimuli dans les heures qui précèdent la mise au lit, là. Donc, ça veut pas dire de ne pas l'écouter, votre série, là, mais ça veut juste dire de peut-être faire d'autres choses pour que vous êtes dans un état de relaxation. Souvent, je vois les gens, ils écoutent leur série, mais ils ont leur téléphone en même temps. C'est épouvantable. Écoute, tu te dis combien d'écrans ils vont pouvoir mettre jusqu'à temps de... Tu sais, on écoute, mais ça va même pas assez vite pour nous, la série, là. C'est comme, on est sur Instagram, on regarde la série, quelque chose sur TikTok, puis là, c'est beaucoup d'informations pour notre cerveau. Donc, si on écoute la série, on est pleinement devant la série. On se force. On met sur mute nos choses. Il existe également, si vous portez des verres correcteurs, là, les fenêtres, les vitres là, de vos verres peuvent avoir une correction pour la lumière bleue, en fait, qui peut être bénéfique pour en soirée. En journée, c'est bon, la lumière bleue, mais en soirée, si vous avez ça dans vos verres, c'est bénéfique, vous devriez les mettre.
tamiser la lumière dans le salon, dans votre chambre. Tu sais, bref, il y a des trucs qu'on peut faire. Mais effectivement, il faut comme prendre conscience qu'on a un rythme de vie effréné, puis il faut comme diminuer un petit peu, essayer de ralentir le rythme avant d'aller au lit. Donc ça, c'est vraiment un bon conseil. Puis, tu as parlé de la lumière bleue. Ouais. Puis, j'ai entendu que, admettons, on est supposé éteindre tous nos écrans à peu près 1 heure avant d'aller dormir. Ouais. Est-ce que c'est vrai, ce fait-là? Oui. Donc, c'est-à-dire que la lumière est super importante pour le sommeil. Un des processus qui régularise le sommeil, c'est le processus circadien. Puis son principal signal, c'est la lumière. Donc, il est vraiment synchronisé qu'on se lève le matin, on gobe toute la lumière. Donc, le matin, là, si vous pouvez aller dehors, vous exposer à la lumière naturelle, ça va vous énergiser. C'est fait pour ça. En fait, votre cerveau est construit pour ça. Dans les mois plus tristounets, là, comme novembre, là, quand ça commence à être triste, là, ou les mois ou les journées sombres, là, ben, tu sais, les espèces de lumière là, qui se vendent en pharmacie là, pour la luminothérapie, c'est super efficace. Donc, vous pouvez en mettre une sur votre table quand vous déjeunez là, pour avoir une exposition à la lumière. Ça a vraiment une influence sur la vitalité puis l'humeur. Donc, c'est vraiment démontré, là, même dans le traitement de la dépression saisonnière, là, c'est excellent. Et plus, au fur et à mesure que la journée avance, on devrait progressivement diminuer notre exposition à la lumière, incluant la lumière bleue qui se retrouve dans nos écrans, etc. Donc là, bien entendu, je sais que nos cellulaires, ils ont des options là, pour atténuer la luminosité ou avoir des filtres de lumière bleue. Mais outre la luminosité, on est quand même dans un... Quand vous consultez vos courriels, des textos, quand vous bombardez votre cerveau d'images, vous êtes quand même dans un processus de stimulation cognitive là, soutenue. C'est quand même pas propice à tout de suite éteindre la lumière après puis aller vous endormir doucement. Là, fait, c'est plus pour ça qu'on essaie de limiter les écrans. D'autant plus qu'on le sait pertinemment que les gens, comme je l'expliquais, s'en tiennent rarement à un seul en même temps. Donc, c'est comme si on en a plusieurs. Là. Des fois, il y a la télé dans le background, la tablette pas loin, oups, ce téléphone sonne. On est vraiment bombardé de stimuli. Et les bonnes pratiques d'hygiène, là, vraiment, recommandent de prévoir les activités plus relaxantes le plus près possible avant d'aller au lit. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime prendre une douche ou un bain, donc peut-être le prévoir juste avant d'aller au lit pour avoir une période sans écran juste avant de vous coucher. De prévoir vos activités qui vous relaxent sans écran dans la soirée, des trucs comme ça, en fait. Quand ils font de la popote, n'importe quoi. Là. Mais oui, donc, autant que possible, limiter les écrans. Mais c'est très difficile, ça fait partie de notre quotidien. C'est le défi principal. Mais oui. Puis, continuons dans les choses que j'ai entendues, en fait. Oui. J'entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux de l'effet du magnésium sur le sommeil, de la mélatonine. Est-ce que c'est bon? Oui. Et qu'est-ce que ça fait? C'est quoi l'impact sur le sommeil? La mélatonine, en fait, on sécrète naturellement de la mélatonine, en fait. Donc, c'est une hormone qu'on a naturellement. Puis, c'est l'hormone, en fait, du sommeil. Donc, quand on a un pic de sécrétion, ça dit au cerveau, t'es pas loin d'aller faire dodo, en fait. Et plus la nuit progresse, plus la courbe de sécrétion s'atténue, parce que là, on est sur le point de se réveiller, on n'a plus besoin de l'hormone. Donc, si jamais vous éprouvez des problèmes, surtout d'endormissement ou de maintenir votre sommeil, surtout en début de nuit. Donc, il y a des gens qui disent, moi, ça me prend du temps, je tourne. Puis là, ça me prend plus que 20 minutes à m'endormir le soir, c'en est frustrant. Pourtant, je suis fatiguée physiquement, je le comprends pas. Ou encore que vous vous réveillez en début de nuit, puis c'est pas parce que vous voulez aller aux toilettes, là, mais systématiquement, là, vous êtes couché à 10 heures, mais à minuit, à tous les soirs,
Les yeux se rouvrent, là. Donc, la mélatonine pourrait vous aider. C'est un petit supplément. C'est approuvé par Santé Canada. C'est en vente libre. Il y a plein d'études, en fait, qui en démontrent l'efficacité. Je vous dirais que ce que les études montrent, par exemple, c'est qu'il faut être consistant et patient pour que ça fonctionne. Donc, il faut la prendre à la même heure, à tous les jours, à peu près 30 minutes avant d'aller faire dodo. Et il faut l'essayer pendant au moins 3 semaines pour voir si c'est bon pour vous ou pas. Également, un autre aspect de la mélatonine, c'est que on va vous vendre des comprimés entre 2 mg et 10 mg là, à la pharmacie. Tous ces posologies-là sont sécuritaires pour la santé, mais les études montrent que les plus petites doses sont les plus efficaces. OK. Pour le magnésium, en fait, le magnésium vient en support à la mélatonine, c'est-à-dire que le magnésium facilite la sécrétion de mélatonine endogène dans votre corps. Donc, c'est comme un petit boost de plus. Donc, d'ailleurs, en pharmacie, tellement que les deux fonctionnent ensemble, il y a des comprimés de mélatonine uniques, il y a des comprimés de magnésium tout seul, mais il y a des comprimés qui combinent les deux, en fait, déjà, parce qu'ils fonctionnent très bien ensemble. Le magnésium, en fait, c'est ça. Il va supporter la sécrétion de mélatonine, mais également, il va avoir un effet relaxant. Il va diminuer le cortisol, tout ça. Donc, si une des raisons pour lesquelles vous avez de la difficulté à trouver le sommeil en début de nuit, c'est parce que vous passez une période de votre vie que vous êtes sur le gros nerf. Vous êtes nerveux pour plein de raisons. Mais peut-être que la mélatonine seule ne sera pas suffisante. La combinaison avec du magnésium pourrait être aidante dans votre cas. Mais c'est une très bonne question. Et puis, si vous n'êtes pas sûr si vous devriez en prendre parce que vous prenez d'autres médicaments, vous pouvez toujours demander conseil au pharmacien. Mais c'est pas pour rien que c'est des médicaments en vente libre. Là, c'est quand même sécuritaire et puis ça a été bien étudié et approuvé pour cet usage-là. OK. Puis, est-ce que par rapport à la mélatonine, si on en prend sur une longue période, est-ce que notre corps, par contre, arrête ou en produit moins, admettons, naturellement? Apparemment que c'est pas supposé. Il faut dire que les études n'ont pas étudié la prise de mélatonine sur une très longue période. Ce qu'on voit, c'est que les utilisateurs de mélatonine à long terme parfois rapportent une baisse périodique d'efficacité. Ils disent, je sais pas, on dirait que je réponds moins à mon comprimé le soir. Pourtant, je répondais très bien. Et puis, ce qu'on fait dans ces moments-là, on leur propose de diminuer la dose pendant quelques jours et de reprendre pour que le corps redevienne sensible à la prise de la molécule, mais c'est pas supposé faire cet effet-là. Vous n'allez pas arrêter de produire de la mélatonine. Puis, on en parlait tantôt justement des gadgets qui nous permettent de suivre notre sommeil, un peu de l'évaluer. Est-ce que c'est fondé, ces objets-là? Puis, est-ce que c'est bénéfique ou nocif? Donc, il y a de plus en plus de dispositifs portables, de technologies qui émergent, en fait, sur le marché. Avant, ce type de dispositif-là était réservé pour le monde médical ou le monde de la recherche. Mais là, maintenant, c'est accessible au grand public à des coûts très accessibles, en fait. Donc, les gens, bien entendu, on a été introduit à la Fitbit il y a quelques années. Également la Apple Watch qui les montres intelligentes donnent des paramètres de sommeil. Il y a des bagues, il y a des pyjamas maintenant intelligents qui sont en train d'être brevetés. On a également des trucs des genres de disques qu'on peut mettre sous le matelas ou l'oreiller. Donc, il y a de plus en plus de gadgets également. Il y a des applications que vous pouvez mettre là, sur votre table de chevet là, qui vont évaluer votre sommeil en vous écoutant ronfler ou respirer. Donc, des fois, vous ne le portez même pas, mais
Bon. Donc, ce que les études montrent, c'est que, étonnamment, mais je dis étonnamment, je suis étonnée parce que, compte tenu que ces dispositifs-là sont souvent marketés dans la catégorie bien-être, santé, ils n'ont pas passé nécessairement par le processus d'homologation de Santé Canada ou tous les processus de validation. Parce qu'ils sont dans une catégorie un peu à part, mais quand on les compare à des dispositifs médicaux qui ont été vraiment bien validés, on se rend compte qu'ils donnent des mesures vraiment intéressantes et très proches de l'exactitude, en fait. Bien entendu, ça ne remplace pas une polysomnographie en laboratoire avec vos stades précis du sommeil où ce qu'on fait vraiment un éventail de votre architecture et micro-architecture du sommeil de façon très détaillée. Mais néanmoins, ça vous donne beaucoup d'informations, comme par exemple votre durée de sommeil, est-ce que vous avez un sommeil saccadé ou pas. Tu sais, je dirais pas que c'est très précis. Par exemple, si on vous dit, vous êtes demeuré réveillé 30 minutes pendant la nuit, bon, peut-être comme spécialiste du sommeil, j'aurais tendance à dire, on n'est pas sûr c'est temps exact, mais en tout cas, il a vu que vous étiez réveillé 30 fois dans la nuit. Le nombre de minutes exact, peut-être moins, là. Mais ils sont très sensibles à la durée de sommeil. Puis ils vont vous donner des espèces d'indicateurs de qualité. Puis en fait, ce que les études tendent à montrer, c'est que quand même, c'est assez intéressant ce qu'ils donnent comme données. Donc, en fait, le point positif, c'est que, contrairement au passé, vous avez une façon de vous monitorer vous-même par rapport à votre sommeil. Un peu comme qu'on fait par notre niveau d'activité physique avec le nombre de pas. Là, c'est des fois, on se dit, j'ai pas fait mes temps de pas, là, je vais marcher un peu. Ça nous donne une espèce de prise de conscience sur, dans ma semaine, tu vois, là, j'ai pas toujours atteint mes cibles de sommeil, j'ai pas toujours atteint le 7 heures minimum de sommeil que je devrais avoir. Donc, c'est un outil de prise de conscience. C'est pas un outil qui va pouvoir être utilisé si vous arrivez dans le bureau de votre médecin de famille puis vous dites, je me suis auto-diagnostiqué insomniaque basé sur mes données d'Apple Watch. On va faire d'autres tests, là, je vous rassure. Mais ça peut vous donner certaines indications et je pense que c'est quand même super intéressant pour le grand public. Oui, c'est bon. C'est que je trouve ça bon. Moi, j'ai ma Apple Watch, mais je dors pas avec parce que je trouve ça trop gros, là. Oui. Mais j'ai une application qui s'appelle Sleep Cycle. Oui. Que je mets à chaque nuit sur ma petite table de chevet. Puis là, ça, je regarde le matin. Et je trouve ça tellement intéressant parce que ça dit exactement en gros guillemets, là. Mais je vois comme les espèces de phases que j'ai dans mon sommeil. Puis j'ai un pourcentage, justement, de à quel point mon sommeil était efficace et combien d'heures je me suis endormie, mais combien d'heures j'ai réellement dormi aussi. C'est ça. Donc, pour la durée de sommeil, votre pourcentage d'efficacité qui est donné et le temps réel de sommeil versus le temps que vous avez passé au lit. Là. Pour ces indicateurs-là, les applications puis les dispositifs portables sont très performants. Ce qui sont moins performants, c'est si vous avez des difficultés c'est pour estimer le temps réel d'éveil pendant la nuit, sont moins performants. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui se réveille souvent ou qui est intéressé particulièrement à vos micro-éveils dans la nuit. Là, c'est vraiment quelque chose pour des diagnostics médicaux. Je vous dirais que ce type de dispositif ou d'application-là est super intéressant, en fait. Donc, oui. Je regardais la Oura Ring aussi, qui est très, très populaire. Oui. Puis je veux dire, elle est quand même belle. Puis je porte de l'or en général, puis il y en a une qui est or. Donc, j'étais comme, peut-être je pourrais l'essayer. Mais c'est quand même 500 $, je pense. Donc, c'est pas exactement donné, mais je veux dire, j'ai vu des vidéos et j'ai entendu parler de gens qui l'ont. Puis, c'est pareil, ça fonctionne super bien. Donc, peut-être pour une liste de Noël ou de cadeaux un jour, qui sait? Pour une liste de Noël. Mais c'est très intéressant. On est connecté sur d'autres choses. Mais tu sais, je me dis, quand on est connecté sur notre santé, tu sais, je pense que ça vaut la peine. Je ne veux pas faire la promotion de ça, mais c'est comme... c'est ça. Fait que non, moi aussi, peut-être, j'y pense. Là. Mais tu sais, on n'a pas besoin de gadgets non plus, mais juste être conscientisé par rapport à l'impact du sommeil, c'est déjà beaucoup. Mais j'aimerais ça savoir s'il y a des mythes qui méritent d'être debunked, parce qu'on entend beaucoup, beaucoup de choses dans les médias. Donc, un des principaux mythes, c'est qu'on s'adapte au travail de nuit. Donc, le corps ne s'adapte pas vraiment. On n'est pas fait pour travailler de nuit.
Donc, c'est vrai qu'on est capable de se créer une routine alentour du travail de nuit, mais il y a vraiment des effets sur la santé par rapport au travail de nuit de manière soutenue et à long terme. Donc, de plus en plus, on va privilégier là, avec les travailleurs de la santé ou les policiers, puis les pompiers. C'est préférable, en fait, de faire de la rotation. Donc, oui, travailler de nuit, mais sur une certaine période, puis laisser au corps le temps de récupérer. Mais c'est vraiment pas facile sur le corps, l'humeur, de travailler de nuit. C'est très difficile. On s'adapte pas vraiment. Un autre mythe également, c'est que l'alcool ou le cannabis avant de dormir m'aide à dormir, en fait. Donc, je commence avec l'alcool. C'est que l'alcool, bien entendu, c'est un relaxant musculaire, c'est un dépresseur également. Donc, prendre un peu d'alcool avant d'aller dormir, ça va vous aider manifestement à vous endormir parce que c'est un relaxant. Donc, la période d'endormissement est écourtée, peut-être même la première période de sommeil lent, là. Mais ce qu'on note, en fait, c'est que lorsqu'on prend de l'alcool, on a de la difficulté à aller chercher les périodes de sommeil plus profondes qui sont les plus récupératrices, en fait. Donc, oui, vous dormez, mais vous ne profitez pas pleinement des bénéfices du sommeil parce que vous n'êtes pas capable d'aller chercher vos périodes les plus récupératrices. Et on a plus tendance à se réveiller dans la nuit. Ben, d'une part, parce que des fois, on a envie. Hein, avec l'alcool, ça vient souvent. Mais également, d'autre part, parce que notre foie détoxifie le sang là, de l'alcool. Puis, il demeure très actif. Puis, on a tout le temps tendance à se réveiller vers 2-3 heures du matin. C'est comme là, le pic du système hépatique. Là. Fait que c'est comme si... c'est ça. Donc, on a plus tendance à avoir un sommeil saccadé avec l'alcool. Donc, c'est ça. Pour le cannabis, en fait, donc, si vous prenez du cannabis en inhalation, puis vous êtes un consommateur régulier de cannabis, donc, en fait, ce qu'on sait, c'est que effectivement, le cannabis, ça a des propriétés anxiolytiques, donc ça va vous relaxer, etc. Mais ça supprime le REM. Là, donc, c'est-à-dire que vous enlevez complètement la portion sommeil-REM, qui est quand même importante pour la mémoire émotive, pour la créativité, etc. Donc, si vous consommez sur une base régulière du cannabis, ben sachez que vous n'avez pas ce volet-là du sommeil. Par contre, il y a des gélules ou d'autres types de produits là, en cannabis, ils n'ont pas le THC, mais ils sont seulement avec le CBD, là, en fait. Là. Puis cet élément-là semble ne pas nuire au REM, là, en fait. Fait que si vous prenez juste du CBD, ben, apparemment que ça serait plus correct. Là. Je ne sais pas si je m'exprime bien, là, mais... Donc, ça, c'est un mythe. Un autre mythe, ben c'est ça, c'est qu'on... les gens qui disent, mais moi, j'ai juste besoin de 5 heures, puis je suis top shape, là, ben, c'est... Tu sais, il y a des gens, effectivement, qui, naturellement, ont besoin de peu d'heures de sommeil pour se sentir revigorés, mais tu sais, la science puis les études avec des grands bassins de population tendent à nous montrer que c'est peu de personnes réellement. Là. Donc, ça, c'est pas mal un des mythes là, que je pourrais dire. On a tous besoin de sommeil et c'est ça. On en a besoin d'un certain nombre d'heures. Ben, c'est vraiment intéressant parce que littéralement, tout ce que tu viens de dire, c'est des questions que j'avais en tête aussi, mais que j'étais comme, on n'aura pas le temps d'en parler dans cette entrevue, donc je suis vraiment contente que tu aies amené ça. Mais pendant que tu parlais, il y a une autre question qui m'est venue en tête, donc finalement, je vais quand même t'la poser parce que ça m'intéresse vraiment. Oui. Mais j'avais entendu parler des chronotypes. Et des personnes qui, admettons, ont besoin d'aller se coucher plus tard, pour se lever un peu plus tard, se coucher plus tôt, réveiller plus tôt, un mix des deux. Comment est-ce que ça fonctionne, les chronotypes? Et est-ce que ça peut nous aider justement à trouver notre routine de sommeil? Oui, parce qu'on a tous un chronotype. La majorité des gens, on a un chronotype de type matin, c'est-à-dire qu'on est le plus énergique et en forme et disposé au travail, autant aux tâches cognitives, etc., le matin. Et plus la journée avance, ben là, plus la pression homéostasique, là, on est
s'accentue, puis on est moins performant, moins alerte, puis là, on s'en va se coucher. Donc, c'est des gens qui vont avoir tendance à se coucher 9 à 10 heures et se lever entre 5 et 6 heures du matin ou être très productif le matin. Puis, on a nos chronotypes plus tard, puis que eux, c'est plus tard. Donc, eux sont énergisés. En soirée, là, ça, c'est moi. Ils pètent le feu, là, sont productifs, sont alertes, ils pensent à plein de choses. Et eux, ben, ils vont avoir un enclin naturel à vouloir se coucher plus tard et à se lever plus tard. En fait, c'est pas tant grave. C'est tant que vous avez votre durée de sommeil. Puis, c'est un autre mythe également. On pense qu'il y a des gens qui avancent que pour vraiment bénéficier de l'effet du sommeil, il faut se coucher entre telle heure et telle heure, en fait. Là, de dire, ben, votre sommeil va être d'autant plus meilleur si vous vous couchez à 9 heures ou entre 9 heures puis 10 heures. C'est pas tant vrai, en fait. T'sais. L'important, c'est de dormir un certain nombre d'heures de sommeil et de façon soutenue, continue. Donc, si toi, par exemple, tu te couches à 1 heure du matin parce que, ben mon Dieu, t'es en pleine vie en soirée, toi, là. Hein? Puis que tu te réveilles à 9 heures le matin, mais tu as quand même ton 8 heures de sommeil, là, tu sais. Fait que tu as toutes les propriétés bénéfiques du sommeil pour ta santé, parce que tu as ton 8 heures de sommeil. Donc, ça, c'est un mythe. Mais oui, les chronotypes tôt-tard existent réellement. Dans la majorité des cas, on est chronotype tôt, mais il y a des chronotypes tard, comme toi. Et je te dirais également que ça peut fluctuer dans notre vie. Donc, il y a des gens qui étaient chronotypes tard, puis après, ils ont eu des enfants, puis là, ben, ils n'ont comme pas eu le choix de s'adapter, puis finalement, se sont trouvés... mais finalement, j'ai comme trouvé mon équilibre là-dedans, puis je me lève tôt, puis ça va bien, puis je me verrais plus retourner à avant être un chronotype tard. Donc, ça peut fluctuer dans la vie également. Ouais. Mais on a tous une propension naturelle à être plus vigoureux et énergisé, soit le matin ou le soir. Donc, c'est tout à fait normal. OK, ça me fait sentir mieux parce que là, des fois, justement, moi, là, mon comme sweet spot, c'est entre minuit puis 1 heure. Oui, oui. Puis, ma mère comprenait pas du tout. Oui. Mais les heures où est-ce que je suis le plus productive en général, c'est à partir de 20 heures. Oui. À partir de la soirée, là, pic. Exactement. Là, je me fais tout mon travail. Là, j'ai de l'énergie, genre, ma créativité est là. Oui. Mais pas j'ai des pensées parce qu'on pense toute la journée. Mais comme, je sens que j'ai plus d'énergie et de concentration en soirée. Oui. Puis j'ai des amis, au contraire, que justement, eux, c'est tout le matin. Mais c'est ça que je trouve difficile sur le marché du travail parce que souvent, ta journée... Ben c'est ça. Ta journée va commencer, tu dois te lever autour de 7-8 heures. Non. Moi, quand je suis chanceuse et que je travaille de la maison, j'ai le luxe de me lever à 9 heures, donc c'est correct. Mais souvent, tu sais, quand j'allais à l'école, moi, ça me tuait, là. Parce que naturellement, j'arrivais pas à m'endormir. Et si je m'endormais plus tôt, ben je me réveillais à m'amener pendant la nuit autour de 2-3 heures du matin. J'arrivais pas à me rendormir pendant 1 heure. Ensuite, je devais me lever à 6h30. Oui. Donc, ça fonctionnait pas du tout avec, justement, mes heures de sommeil. Je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça, mais c'est juste que, justement, j'ai probablement un chronotype qui est tard. Ben en fait, tu sais, il y a même des écoles qui ont changé les heures de début de cours au secondaire parce que on a une tendance naturelle à l'adolescence à avoir une espèce de délai de phase. Ouais. C'est-à-dire que naturellement, on a tendance à... Notre sécrétion de mélatonine se fait un petit peu plus tardivement. On est un petit peu chambranlé. Fait que, il y a quand même une masse critique d'adolescents qui deviennent peut-être sur une base temporaire ou en tout cas permanente, comme toi, des chronotypes un petit peu plus tard. Fait que de les forcer à se lever le matin, d'être très alerte et assidus et à l'heure, c'est peut-être pas optimal pour eux, mais de les faire rentrer à l'école un peu plus tard, mais qu'ils soient pleinement là et participatifs. Donc, c'est ça, il y a des écoles qui ont changé les heures. Puis, c'est particulier avec le milieu du travail parce idéalement, un employeur veut que ses employés soient, dans le temps qui est alloué au travail, pleinement productifs. Puis, on manque un peu d'innovation en ce sens-là, de flexibilité. Là. Donc là, on est beaucoup dans le travail à distance, la semaine de 4 jours, tout ça. Mais effectivement, il y a peu de flexibilité
par exemple, toi, si tu es plus productive entre telle heure et telle heure, donc c'est des choses qui sortent un petit peu, mais qui pourraient facilement, en fait, être intégrées, puis que ça fait partie de la qualité de vie et aussi de ta productivité au travail. Donc, c'est ça. Peut-être qu'un jour, le milieu du travail va changer pour être plus flexible en termes d'heures. Là. J'espère. Et surtout pour le secondaire. Là. Moi, je me souviens, c'était tellement difficile de me lever le matin à 6h30. Là, ça, tu rentres en cours, t'es encore dans les vapes, t'es endormi, t'es genre, pourquoi est-ce que je fais des maths à 8h30 du matin? Ça rentre pas du tout. Oui. Donc, j'espère que, écoute, dans le futur, on va voir aussi des changements par rapport à l'importance du sommeil et aussi s'adapter un peu à où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. Oui. Oui. Mais pour dernière question, réellement, on va s'éloigner un petit peu du sommeil puis on va se concentrer plus sur toi. Oui. C'est la question que je pose à toutes mes invitées, en fait. Puis, c'est qu'est-ce qui te rend fière d'être femme? Beaucoup de choses. Je pense que on est à une époque où les femmes... je sais pas si je peux dire ça, mais on rock. Là, je pense qu'on est affranchis, on est volontaire, on est assumé dans plusieurs sphères. On joue des rôles de leader dans des gros projets d'envergure et structurants dans nos sociétés. Il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs. C'est beau à voir. Également, tu sais, on vient de passer un été où on a eu des Jeux olympiques. Puis, je sais pas si vous avez regardé le tableau des médailles, là, mais tu sais, les femmes, la proportion de médailles au Canada gagnées par les femmes, là, c'était chance qu'on était là. Oui. Donc, je suis pas pour rien dans le beau monsieur, là, mais je me suis dit, on est vraiment dans une belle ère que on est émancipé. Donc, c'est vraiment très... c'est enivrant, puis c'est très... Moi, j'ai une fille, puis j'ai hâte de voir la suite, en fait. Hein, tout est possible. Tu sais, ma fille, elle s'est jamais posé la question si elle pouvait faire quelque chose ou pas. Tout est possible. Hein? Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'on nous a légué de ma grand-mère, ma mère. Donc, c'est un beau legs, en fait. Je te dirais également de la capacité, en fait, d'être aussi extrêmement authentique et de se donner à fond dans toutes les sphères de leur vie. Les femmes m'impressionnent. Elles sont à fond dans leur carrière ou leur vie professionnelle. Elles tiennent leur famille à bout de bras. Elles donnent tout. Elles ont des projets. Elles s'occupent... elles s'occupent de leurs amis, tout ça. Mais justement, tu sais, je pense que le pendant par rapport à ça, c'est on vit une vie hyper stimulée. Elle est stimulante, notre vie, mais elle est hyper stimulée. Puis pour le sommeil, des fois, je me dis, j'espère qu'on va apprendre et accepter collectivement qu'après chaque gros rush de productivité, c'est normal et c'est sain de ralentir, de se ressourcer. Donc, si j'ai quelque chose à nous souhaiter collectivement comme femmes, c'est à place d'avoir la tête tout le temps dans le guidon, là, j'aimerais ça qu'on soit capable de s'écouter les unes les autres, puis de s'encourager à prendre du repos. Donc ça, on ne le fait pas assez, en fait. Puis, je pense que ça nous mine à la longue parce que c'est ça. On en a beaucoup sur notre table à dessin. Donc, ça, c'est peut-être mon souhait. Mais je suis très fière d'être femme et de voir les femmes alentour de moi évoluer. C'est un grand plaisir. Ben c'est ça, on vit dans une époque tellement intéressante vraiment pour être une femme. Il y a une femme qui se présente à la tête des États-Unis. On n'aurait jamais pu voir ça dans le reste de l'histoire, je pense. Puis c'est un moment qui est quand même assez historique. Donc, très, très d'accord sur le fait que les femmes, honnêtement, de nos jours, on est impressionnantes. Oui. Ben écoute, Caroline, merci tellement d'avoir accepté mon invitation. Je suis extrêmement heureuse d'avoir pu en apprendre sur toi aujourd'hui et toutes tes connaissances sur le sommeil. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir.